Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fileco consacré aux ressources humaines. On s'intéresse à une association nationale qui vient en aide aux DRH pour les aider dans leur gestion du personnel. Notre invité est Jérôme Voiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe de l'ANDRH dans les Yvelines. Alors avant de se pencher sur les ressources humaines, on va faire un point sur l'emploi. Selon une étude publiée par Pôle emploi et le Crédoc, dans les Yvelines, les intentions d'embauche ont augmenté de plus de 23% en 2012 et les métiers qui arrivent en tête sont ceux de l'aide à domicile, des agents d'entretien de locaux et les ingénieurs informatiques. Alors on en vient maintenant aux ressources humaines. L'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, a été créée en 1947 et compte plus de 5000 membres en France, dont 80 dans les Yvelines. Quelle est la mission première de cette association? C'est bien un rôle de réseau? Alors la mission première de cette association est effectivement un rôle de réseau, c'est-à-dire mettre en relation des professionnels localement et au niveau national. Il est également de valoriser la fonction et de créer de la valeur dans les entreprises. Les hommes sont la première valeur et la première source de création de valeur. Et la troisième raison est effectivement de partager, valider un certain nombre de réflexions, d'actions en matière de développement des ressources humaines, tout cela dans le but de contribuer au développement économique. Vous êtes vous-même DRH, vous gérez près de 1000 personnes. Vous êtes président de ce groupe depuis 2008 et membre depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'on manage un personnel de la même façon il y a 15 ou 20 ans et aujourd'hui ? Plus tout à fait, puisque vous avez différents facteurs. Vous avez une activité économique qui n'est pas la même, donc avec des attentes de nos patrons, entrepreneurs privés ou même de la fonction publique qui sont différents. Vous avez des métiers qui ont évolué, c'est-à-dire que je vous entendais parler d'emploi tout à l'heure et notamment de développement des services à la personne. Les métiers de service sont des métiers qui ont une quinzaine d'années maintenant et qui étaient beaucoup moins développés par le passé. Vous avez de moins en moins de grosses entités, de plus en plus d'entités décentralisées. Donc ça influe forcément sur la gestion au quotidien et sur les perspectives en matière de ressources humaines. Donc pour l'aspect économique, mais pour l'aspect humain, est-ce que les profils des personnes ont évolué? Alors ils ont évolué. Vous avez l'exemple typique de ce qu'on appelle la génération Y. C'est-à-dire que vous avez maintenant des employés qui sont des ouvriers en général plus jeunes puisque la population se rajeunit, qui n'ont pas les mêmes attentes dans la vie, qui n'ont pas les mêmes attentes professionnelles, qui typiquement psychologiquement ne vont pas se comporter de la même façon face à une urgence, face à un dossier à traiter, face à un défi à relever. Et tout cela influe au quotidien sur la gestion des ressources humaines. Est-ce que vous auriez un exemple à nous citer d'une différence de comportement que vous avez observée? Je vais vous prendre un exemple relativement fréquent. Vous avez un poste, vous prenez un service financier, vous avez différents niveaux de poste, du junior qui va rentrer ensuite au chargé de mission, au senior. Dans le temps, les intervalles entre ces trois postes étaient de 5 à 10 ans. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes, au bout de 2 ans, ils viennent frapper à la porte en vous disant « je souhaiterais prendre le niveau supérieur » et si vous ne le faites pas, la façon de les faire patienter, les arguments à développer, la contrepartie financière ne suffisent pas. Ils sont capables de vous dire ce que n'auraient pas fait les plus anciens. Écoutez, je suis très heureux d'avoir passé 2 ans chez vous, mais je vais tenter l'expérience ailleurs. Alors le quinquennat de Nicolas Sarkozy vient de se terminer. Quelle est la mesure phare ou les mesures phares que vous retenez? Alors la mesure phare est la rupture conventionnelle. Ce n'est peut-être pas le sujet le plus emblématique. En revanche, dans la vie de tous les jours et dans le fonctionnement d'une entreprise, le fait de pouvoir mettre en parallèle un salarié, non plus en face à face avec son employeur et convenir d'un départ dans des conditions acceptables par les deux parties, est considéré par l'ensemble de la profession des ressources humaines de loin comme étant la mesure la plus emblématique. Vous y avez eu recours beaucoup plus que vous ne pensiez ou... Indéniablement oui, puisqu'au départ, je pense que les employeurs et les RH étaient un peu hésitants, frileux par rapport à quelque chose de relativement nouveau. Maintenant oui, puisque la rupture conventionnelle offre un espace de souplesse, de liberté et d'échange qui fait que beaucoup d'entreprises, grandes et petites, puisque la mesure phare concerne essentiellement les PME, n'ont pas hésité à recourir à ce type de mesures, ce qui est facile à mettre en œuvre et conseillé par un avocat, leur a permis d'alléger ou d'adapter leurs effectifs ou simplement de gérer des situations individuelles. Alors en temps de crise économique, ce que redoute le plus un DRH, c'est d'avoir à gérer un plan social? Alors oui, le plan social, est, avec tout ce que le mot a d'impactant et ce que le DRH peut redouter. Je peux vous prendre un exemple sur une enquête que nous venons à laquelle nous venons de participer au niveau de la NDRH nationale il y a maintenant une dizaine de jours. Le plan social est la mesure que redoute le DRH, par contre, n'est pas le sujet de préoccupation principal, puisque même si on entend beaucoup parler de plans, de redressement, de difficultés d'entreprise, le recours au plan social n'est pas la mesure la plus fréquemment utilisée.
Alors, une des préoccupations principales des DRH, c'est bien la santé des salariés. Plusieurs législations sont mises en place concernant les salariés, mais qu'en est-il des entrepreneurs? Une étude, c'est une première en France, vient de voir le jour. On regarde ensemble ce reportage. C'est la première fois en France que l'intérêt est porté sur la santé des entrepreneurs. Il y a un an naissait le premier observatoire de la santé des dirigeants de PME, commerçants et artisans. Ceci à l'initiative de ce professeur d'université qui avait fait le constat du manque de statistiques dans ce domaine. Une réunion bilan vient de se tenir à la Chambre de commerce. Le chef d'entreprise, il se voit comme un leader. Donc, quand il s'agit de parler de sa santé, il ne vous dira jamais qu'il va mal. Et puis deuxièmement, c'est une population qui a plutôt tendance à aller travailler même s'ils sont malades. Pourtant, leur santé est un élément essentiel du développement de leur entreprise. 400 entrepreneurs ont été soumis à un questionnaire hebdomadaire pendant un an. Pour élaborer les questions, les chercheurs se sont notamment appuyés sur l'index de Pittsburgh qui mesure la qualité du sommeil. Certains types de problèmes auxquels ils sont confrontés leur occasionnent immédiatement une rupture de problèmes d'endormissement ou de problèmes de réveil précoce. Ce sont les problèmes de trésorerie et les problèmes avec la gestion des salariés. Des préoccupations au cœur de l'activité du Centre des jeunes dirigeants, partenaires de l'opération. Objectif de cette enquête, redorer l'image de l'entrepreneuriat, comme l'explique ce jeune chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai une énergie que j'aurais pas ou sûrement moins si j'avais pas cette maîtrise de mon destin. Mais la maîtrise de mon destin passe aussi par les contraintes et le stress liés à l'entrepreneuriat. Que chaque personne, chaque Français qui aujourd'hui a un projet d'entreprise puisse le réaliser et puisse se dire que c'est pas ultra dangereux, c'est pas mettre sa santé en danger, c'est pas vrai. Cette association, créée dans les années 30, souhaite, explique-t-elle, recentrer l'économie et l'entreprise autour de l'humain. Elle compte 4000 membres en France et une vingtaine dans les Yvelines. Jérôme Voiseau, vous êtes DRH dans un grand groupe. La pénibilité au travail, c'est un des enjeux majeurs d'un DRH ? Alors oui, c'est un enjeu parce qu'on parle de santé au travail et qu'effectivement le rôle d'un entrepreneur, c'est de préserver la santé de ses salariés au travail. C'est aussi un enjeu parce qu'il y a une attente des salariés de mesures qu'on appelle des mesures de compensation, des mesures de réparation, de façon à prendre en compte cette pénibilité et à faire valoir les droits auxquels ils prétendent et ce qui est légitime. Et c'est enfin aussi un enjeu parce que économiquement, qui dit durée du temps de travail qui s'allonge, dit facteur risque important pour la collectivité. Et si rien n'est fait en entreprise, le coût peut être reporté sur la collectivité par le biais de ce qu'on appelle les maladies professionnelles, les accidents de travail, ce qui, d'un point de vue macroéconomique, rompra un équilibre. Voilà. Alors vous parliez de la législation, effectivement une directive européenne a été transposée en 2011 en droit français qui mise sur la prévention pour justement éviter aussi des dépenses superflues pour l'entreprise. De quelle manière l'association, la NDRH, vient en aide à ses membres pour décrypter ces textes de loi qui parfois peuvent paraître confus ? Le premier élément est de décrypter ces textes, de réfléchir en commun, de partager des expériences, ce qui est fait soit au niveau national de notre association, soit au niveau du groupe local. C'est-à-dire qu'il y a des intervenants, des avocats par exemple? Alors vous avez des intervenants, donc vous avez dans le cas présent, nous avons la chance d'avoir y compris parmi le groupe des intervenants avocats. Donc c'est eux qui viennent effectivement travailler collectivement, réfléchir avec les membres du groupe. Quand les textes ou le texte a été mis en place, est arrivé le côté psychologique et le côté sociologique. Donc dans ce cadre-là, l'avantage d'une association comme la nôtre est de permettre l'intervention de gens issus de cabinets ou de consultants qui viennent effectivement affiner, peaufiner la réflexion ou la recherche avec les membres. Et la troisième assistance, c'est que chaque entreprise est tenue légalement de rédiger elle-même un propre accord, un plan d'action, ce qu'on appelle un plan d'action. Et le dernier temps d'échange, il est de pouvoir aider ou mettre en relation après ANDRH ou hors ANDRH les entreprises et les intervenants de façon à finaliser cette mise en place et cette déclinaison d'action. Mais on a l'impression que le DRH est un petit peu coincé, si on peut dire, entre le DG, le directeur général, et puis le directeur financier. Quelle est votre marge de manœuvre ? Alors la marge de manœuvre, elle est tout d'abord de préserver son identité. Je crois que chacun a ses propres contraintes. Le DG, il est là pour effectivement faire tourner une entreprise, s'assurer que les parts de marché sont acquises et conquises. In fine, l'actionnaire gagner de l'argent. Le directeur financier, lui, il est là pour préserver et pour adapter à la réalité économique du moment. On est en phase de croissance, je vais être un peu simpliste, mais il va tendance à ouvrir un peu les possibilités. On est en phase de régression, de méfiance, de les resserrer. Et le DRH, au milieu de tout ça, il va devoir s'assurer qu'il y a une forme de cohésion sociale entre ce que souhaite la direction, ce que souhaitent les salariés,
sans froisser, y compris les organisations syndicales, et faire en sorte que l'entreprise continue de progresser, de se développer. Alors on l'a vu, la NDRH permet un échange de contacts et puis de compétences, de connaissances, mais c'est aussi un moyen de trouver ou de retrouver un emploi. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne avec l'Alliance RH. Alors, elle fonctionne par le biais d'ateliers, de conseils émis par des cabinets d'avocats, par des cabinets de recrutement notamment, et ensuite par un travail en commun sur tout ce qui va être l'objet technique de recherche d'emploi. Ça peut être de l'élaboration des candidatures, au CV, à la notion de réseau, et ça va aussi et surtout être un moment de partage et d'échange, puisque vous savez que nous sommes dans des fonctions qui peuvent être exposées et que les conditions de la rupture font que psychologiquement certains de nos collègues ont besoin d'un minimum de temps avant de se reconstruire et avant d'être en capacité de se remettre en recherche d'emploi. Alors on parle de recrutement, quels conseils donneriez-vous à une personne qui envoie son CV et qui voudrait se démarquer parce que, on le sait, 10 secondes à la lecture d'un CV? Alors, il n'y a pas de... vous aurez autant de conseils que vous aurez de conseilleurs, ce qui est un grand classique. Je pense que le point le plus important, c'est d'être le plus véridique possible. Rien ne sert d'essayer de masquer, tronquer un certain nombre d'infos. C'est de donner de façon la plus synthétique possible et de partir du principe que l'envoi d'un CV, d'une lettre, d'un mail est une première étape qui doit pas se permettre de passer un cap et que le plus important vient ensuite, puisque c'est l'entretien qu'on peut avoir en face à face avec son recruteur, son employeur, le cabinet qui vous reçoit, et c'est là où se fait le véritable enjeu d'un recrutement. Est-ce qu'il y a des éléments qu'il vaut mieux omettre, une photo, l'âge? Chacun peut avoir son école. À titre personnel, je vous dirais non, puisque lorsqu'un employeur va recruter quelqu'un, il va chercher une compétence, mais il va aussi chercher une personnalité. Donc le fait d'être naturel fait que s'il doit y avoir une candidature non retenue, elle peut l'être dès le début avec l'envoi du courrier ou du CV. On a alors le sentiment qu'on a passé une barrière parce qu'on a omis de mettre une photo, on a oublié de mettre un certain nombre d'éléments type âge ou autre. En revanche, lorsqu'on va se retrouver face à son intervieweur ou au recruteur, l'élément manquant ou le point non compatible sera alors pris en compte et de toute façon on arrivera au même résultat. Donc soyez le plus naturel possible, mettez les infos qui vous caractérisent le mieux et vous avez toutes les chances que ça se passe le mieux possible. Merci beaucoup Jérôme Voiseau pour votre venue en plateau. Merci à vous pour l'invitation. C'est terminé pour ce numéro, je vous retrouve le 22 juin pour un nouveau Fil Éco.